C'est exactement comme ça qu'on démarre un bon univers partagé. Salut à tous, ici Flood, et aujourd'hui, dans l'attente du prochain film Superman de James Gunn, s'il n'est pas déjà sorti au moment où je sors cette vidéo, on continue le Supermanathon, et aujourd'hui on s'attaque au premier film de Zack Snyder dans le DC Extended Universe, j'ai nommé Man of Steel. Plusieurs années se sont écoulées depuis l'échec entre guillemets de Superman Returns, et Warner Bros est vraiment réticent à refaire partir les aventures de l'homme d'acier au cinéma. Mais entre temps, les films de super-héros commencent vraiment à avoir la cote. Alors oui, je vous vois venir, vous pensez sûrement au MCU, mais au milieu des années 2000, alors que le MCU faisait ses tout premiers pas dans les salles de cinéma, DC a sorti un film qui a frappé très fort, un film qui aujourd'hui encore est considéré comme le meilleur film de super-héros de tous les temps, et qui a même changé la donne côté blockbuster sur le grand écran. Vous l'aurez deviné, je parle bien de The Dark Knight. Le deuxième film de la saga de Nolan a bouleversé le 7e art et lancé un nouvel âge des films de super-héros. Celui des films sérieux et matures. Et Warner compte bien se servir du succès de ce film pour relancer Superman au cinéma. Pour cela, ils appellent la même équipe qui a bossé sur The Dark Knight, à savoir Christopher Nolan, Jonathan Nolan et David S. Goyer, mais vu que Christopher Nolan était beaucoup trop occupé avec The Dark Knight Rises, il ne réalisera pas le film. Finalement, cette tâche est attribuée à Zack Snyder, qui est connu pour sa patte plutôt spectaculaire en termes d'action, puisqu'il a réalisé 300 et Watchmen. Et Zack Snyder a une vision claire de ce qu'il compte faire avec le Kryptonien, si bien qu'il décide de rebooter complètement la série de films, en repartant de zéro et en racontant une histoire originale sur Superman, qui racontera sa toute première mission sur Terre. Et c'est ainsi que le projet Man of Steel est né. Bon, pour le coup, je pense qu'ici vous avez tous vu le film, mais pour la vidéo on va jouer le jeu. Man of Steel, de quoi ça parle? Le film commence donc sur la naissance de Kal-El sur la planète Krypton. Et déjà on peut commencer par là, j'aime beaucoup la Krypton de Zack Snyder. Que ce soit au niveau des costumes, des Kryptoniens, de la faune, de la flore, de l'architecture ou même de la technologie, je trouve cela vraiment réussi. Même si j'ai quand même une petite préférence pour l'univers cristallisant de la saga précédente, j'aime bien le fait que Zack Snyder a essayé de se démarquer. Déjà ça fait vraiment film de science-fiction contemporain, et on en voit vraiment plus sur la planète. J'aime aussi le fait qu'on voit quelques animaux crier au moment de la naissance de Kal-El, et je pense sincèrement que c'est un hommage assumé au Roi Lion. Le film se poursuit ensuite sur Jor-El qui essaie de convaincre le Conseil d'arrêter de se servir du cœur de la planète comme source d'énergie, car cela va les mener à leur perte, et suggère de partir à la recherche d'autres sources d'énergie dans l'espace, comme le faisaient leurs ancêtres. Et là encore une fois, c'est vraiment cool de voir que les Kryptoniens, dans cet univers, ne sont pas juste restés dans leur coin, mais que c'est un peuple d'explorateurs qui sont partis voir plusieurs planètes, et c'est sûrement grâce à ça qu'ils sont aussi avancés technologiquement. Par contre, il y a une chose que je n'ai jamais entendue dans les autres adaptations sur l'Homme d'Acier, ni même dans les quelques comics que j'ai lus, donc les experts de Superman qui ont lu énormément de comics, je vous invite à me répondre en commentaire à ce sujet-là, mais c'est le Codex. Est-ce qu'il existe réellement dans les comics, ou est-ce que c'est une création de Snyder? Parce qu'en vrai, le Codex, qui est une sorte d'artefact qui regroupe tout l'héritage de Krypton, c'est une idée plutôt cool, et elle sert très bien dans le film. En tout cas, Jor-El compte s'en servir pour la survie de Krypton. Malheureusement, son speech est interrompu par le général Zod, qui lui aussi est au courant pour la destruction imminente de Krypton, et tient le conseil pour responsable. En vrai, il a pas totalement tort. On va pas se mentir. Zod réalise donc un coup d'état et demande à Jor-El de le suivre afin de sauver leur planète, chose que ce dernier refuse car il n'a pas confiance au caractère sanguinaire du général. Zod décide donc d'emmener Jor-El de force, mais ce dernier arrive à s'échapper et parvient à récupérer le codex dans une scène qui est vraiment impressionnante. Je sais que certains ne sont pas fans de l'utilisation de la CGI à outrance, mais sur moi ça a super bien marché. Jor-El télécharge donc le codex directement dans son enfant, et cela renvoie un message fort. Tout l'héritage de Krypton repose à l'intérieur de Kal-El. S'ensuit un affrontement entre Zod et Jor-El, dans lequel on apprend que Kal-El est le seul enfant fait de manière naturelle depuis plusieurs siècles. Bien évidemment, la seule raison pour laquelle Jor-El se bat est pour laisser le temps à Lara d'envoyer Kal sur Terre. Zod finit par tuer Jor. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que Russell Crowe meurt de la même façon que Maximus dans Gladiator, c'est sûr que c'est fait exprès. Zod sera ensuite jugé et envoyé dans une capsule cryogénique où il est censé passer l'éternité. Avant sa sentence, Zod menace Lara en lui assurant qu'il retrouvera son enfant et récupérera le codex. Et j'aime beaucoup l'interprétation de Michael Shannon ici, car il nous dépeint un Zod menaçant et déterminé. On est à des années-lumière du Zod claqué de Superman 2. Comme dans quasiment toutes les adaptations de Superman, Krypton explose et le film se poursuit 33 ans plus tard. Et là, je souffle un petit peu, on va pas se mentir. Je sais que pas mal d'auteurs, de réalisateurs, de scénaristes et autres créateurs qui ont travaillé sur le personnage de Superman se sont inspirés
de Jésus pour pouvoir représenter l'homme d'acier. 33 ans ici étant l'âge du Christ, c'est pour ça que j'en parle. Et d'ailleurs, on sent ces inspirations christiques un tout petit peu dans les films de Bryan Singer et de Richard Donner, à quelques moments, mais c'est très léger. Mais là, je trouve ça un petit peu forcé à abuser, déjà dans un premier temps, parce que quand Superman a été créé en 1938 par Jerry Siegel et Joe Shuster, il était plus proche de Moïse que de Jésus, je trouve, déjà parce que Jerry Siegel et Joe Shuster étaient juifs, et quand tu regardes les origines de Superman, son message, etc., bah il est plus proche d'un Moïse que d'un Jésus-Christ. Mais surtout que selon moi, 33 ans, c'est un petit peu tard pour devenir Superman. Déjà, ça me dérangeait un petit peu que dans le film de Richard Donner, le premier Superman avait environ 30 ans. Moi, j'aime bien la version de Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, où Superman devient Superman assez jeune, vers l'âge de 27 ans, fin de vingtaine. Et d'ailleurs, ce sera également le cas dans le film de James Gunn. Je trouve que 33 ans, ça fait un petit peu trop tard pour mettre la cape, mais bon là, je chipote énormément. Bref, ici Clark est dans une quête d'identité et cherche à se connecter à ses origines par différents moyens, et j'aime bien ça. Ça rend le tout un petit peu plus réaliste, et c'est accentué par le fait que Clark essaie de tout faire pour cacher son identité en modifiant ses papiers d'identité. Dès le début du film, on voit déjà qu'il a le cœur sur la main, puisqu'il va sauver des innocents, malgré le fait que ces derniers peuvent potentiellement divulguer son grand secret. Les différentes scènes de Clark sont entrecoupées de flashbacks afin d'en apprendre plus sur ses origines, et ici encore une fois, l'approche est bien plus réaliste, puisque l'on nous montre que Clark avait énormément de mal à maîtriser ses pouvoirs lorsqu'ils ont commencé à apparaître, et que c'est sa mère qui vient le rassurer, la présentant déjà comme une figure rassurante, remplie de bons conseils sur laquelle il pourra s'appuyer à l'âge adulte. Et dans tous les films précédents, on s'attardait vraiment très peu, voire pas du tout, sur Martha Kent, même un peu Jonathan Kent, donc je trouve que c'est un très bon parti pris de la part de Zack Snyder d'accentuer un petit peu plus ce personnage, parce que c'est un personnage qui reste important dans la mythologie Superman, tout simplement. Mais bon, comment parler des flashbacks sans parler de la fameuse scène du bus? Alors ok, elle est bien réalisée, et du côté de Clark, c'est cool de le voir sauver ses camarades, même si certains d'entre eux le malmènent. Mais la scène qui suit n'est vraiment pas folle, et vous savez très bien de quoi on va parler. Bon, on a tous déjà parlé de cette scène, hein, mais le fait que Jonathan Kent reproche à son fils d'avoir sauvé un groupe d'enfants est vraiment débile. Alors je comprends l'intention de Snyder en voulant montrer l'inquiétude d'un père face aux capacités extraordinaires de son fils, mais pour moi ça ne colle pas parce qu'il y avait absolument rien de mal au fait que Clark sauve des gens, et ça fait vraiment juste passer Jonathan Kent pour un connard capable de laisser des enfants mourir pour rien. Même si on essaie de te sortir la carte de la surprotection, pour moi, et pour la majorité des gens d'ailleurs, ça ne passe pas. Le film reprend dans le présent une fois que Clark a fracassé le camion d'un harceleur, où nous introduit enfin le personnage de Lois Lane qui intervient au pôle sud, et on nous montre que Lois est une journaliste courageuse qui ne se laisse pas faire, et ce même devant la crème de l'armée américaine. Et en vrai, j'aime beaucoup cette Lois, hein. Beaucoup plus badass et moins girly que les autres, mais ça colle très bien avec le ton du film, en plus de l'ancrer dans le 21e siècle. Elle est là pour enquêter sur un mystérieux objet enfoui sous la glace depuis des milliers d'années, et grille Clark en train d'enquêter également. Elle va donc le prendre en filature. Techniquement, il est censé la cramer avec ses super sens, mais on s'en fout. Si on devrait énumérer toutes les fois où un personnage est censé détecter des trucs, parce que c'est Daredevil, Spider-Man ou Superman et que ça ne s'est pas fait, bah il y aurait tout simplement plus d'intrigue dans ces films-là. L'objet non identifié s'avère être un ancien vaisseau kryptonien, et il aura plus ou moins la même utilité que la forteresse de solitude dans ce film. Sauf que l'un des drones du vaisseau s'en prend à Lois, mais heureusement pour elle, Clark Kent la sauve. Quand Clark insère la clé dans le vaisseau, ce dernier s'active et part se poser plus loin. Après avoir déposé Lois en dehors du vaisseau, Clark en apprend plus sur ses origines grâce à une projection holographique de son père, et là pour moi, on assiste à la meilleure séquence du film. Genre va donner à Clark une mission, celle d'insuffler l'espoir auprès des habitants de la Terre à travers un dialogue très théâtral mais qui colle plutôt bien au personnage car il est un noble d'une autre planète. Et le tout est suivi de la première scène en costume de Henry Cavill. Déjà, on n'a pas beaucoup parlé du costume parce qu'il est assez différent des autres. J'avais énormément de mal au début avec en 2013, mais dans le film, ça colle très bien avec tout le côté alien. Et surtout, on reconnaît vraiment le costume de Superman, même s'il est différent. On sent qu'ils ont pris les pièces principales et qu'ils ont essayé de le remoderniser. On a à peu près toutes les caractéristiques iconiques du costume de Superman, sauf le slip rouge, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais bon, cette première scène en costume est surtout la première scène de vol de Superman. Et ok, je souffle un petit peu sur le fait que Superman apprenne à voler pour la première fois à 33 ans, mais en vérité, dans le contexte du film, on s'en fout un peu, surtout que c'est sûrement la meilleure scène de vol de tous les films Superman, et même de tous les films de super-héros confondus. Cette scène de vol, j'ai du mal à voir comment on va la dépasser un jour. Et en plus de ça, cette scène, elle est sublimée par le thème de Hans Zimmer, qui a réussi l'impossible, à savoir créer un nouveau thème iconique pour le personnage de Superman. Alors oui, le thème de John Williams est incroyable et parfait, et aujourd'hui encore, pour la plupart des gens, c'est le thème de Superman. Pour moi également, quand tu me parles d'un thème Superman, je vais penser au thème de John Williams en premier. Mais pour certaines personnes, c'est Idol of Hope qui vient dans leur tête, et ça c'est pas rien, parce que c'était un défi qui était pour moi impossible à réaliser, et Hans Zimmer, chapeau l'artiste, il est vraiment chaud.
Le film continue sur Lois qui essaie de retrouver l'identité de Clark. Bah oui, elle a littéralement été sauvée par un alien. Et ce qui est bien, c'est qu'on appuie vraiment sur le fait que Lois Lane est une journaliste compétente. Il te montre de manière assez succincte pour pas que ça prenne trop de place dans le film, mais il te montre vraiment que Lois Lane, elle est très forte pour enquêter, pour retracer les différents témoignages, etc., pour arriver jusqu'à Clark Kent. Et du coup, elle finit bien évidemment par retrouver Clark près de la tombe de Jonathan. Et là, on enchaîne bien évidemment sur la pire scène du film avec la mort de Jonathan Kent pour sauver son chien. D'ailleurs, je trouve ça assez marrant, assez cocasse, de voir tous les gros fans de Snyder se plaindre de la présence de Crypto dans le film, alors que pour moi, ça te fait moins sortir du film qu'un mec qui demande à son fils de ne pas le sauver parce qu'il doit sauver un chien, alors que ce sacrifice est totalement inutile. Déjà parce que Clark, il aurait pu sauver Jonathan Kent sans se faire voir, je pense, et surtout que Clark aurait pu aller sauver le chien à la place de Jonathan Kent, en fait. Je veux dire, si un homme de 50 ans arrive à courir vers une tornade, ouvrir une porte, laisser le chien s'en aller, bah pourquoi pas un adolescent bodybuildé de 17 ans, il serait pas capable de le faire 2 fois plus vite. Parce que oui, dans cette scène, techniquement, Clark Kent est censé avoir 17 ans, mais bon. En vrai, je comprends un petit peu l'idée de Zack Snyder. Il a voulu mettre cette scène-là pour essayer de faire comprendre pourquoi Superman ne s'est pas révélé directement au monde. Sauf que c'est complètement débile, puisque tout repose sur les idées de Jonathan, qui n'est pas le mec le plus intelligent du film, et que ça tue tout le côté naturel et inévitable de la mort de Jonathan Kent, comme on a pu le voir dans le film de Donner, ou dans Smallville. Mais bon, passons, et continuons le film. Zod a réussi à retrouver la localisation de Kal-El, suite à l'activation du vaisseau kryptonien sur Terre, car la destruction de Krypton les a libérés de leur prison. Et il demande à ce qu'on lui livre le fils de Jor-El le plus rapidement possible. Lois va donc se faire arrêter par les autorités afin d'en apprendre plus sur Kal. Clark hésite à se livrer et va demander de l'aide à un pasteur. Ouais. Je trouve toujours ça très forcé en vrai. Finalement, il décide de se rendre et demande à parler à Lois. Et là, on a une scène assez similaire à celle de l'interview de 1978 qui permet à Superman de se présenter au monde pour la première fois. Mais ici, je trouve qu'il n'y a pas trop d'alchimie entre Amy Adams et Henry Cavill. La scène, elle passe, mais on est à des années-lumière de l'alchimie qu'il y avait entre Christopher Reeve et Margot Kidder. Après, je comprends, le contexte était différent. Superman va décider de rejoindre Zod afin de sauver la planète Terre, et l'assistante du général réclame également la présence de la journaliste. Chose que Lois accepte. Une fois que Zod expose son plan à Kal, à savoir le fait qu'il souhaite terraformer la Terre afin d'en faire la nouvelle Krypton, Clark décide de l'arrêter à tout prix, mais l'atmosphère du vaisseau l'affaiblit lourdement. Heureusement pour lui, Lois, avec l'aide de l'hologramme de genre, a réussi à modifier l'atmosphère afin qu'il regagne ses pouvoirs. D'ailleurs, la scène se conclut par Superman qui sauve Lois en s'en allant en signe de croix. Je souffle toujours là-dessus, c'est vraiment forcé. Une fois sur Terre, Zod compte récupérer le Codex afin de mettre en œuvre son plan et de ramener Krypton. N'étant pas au courant que le Codex est en Superman, il va voir Martha directement avant de se faire intercepter par le super-héros. Et à partir de là, le film, qui démarrait assez lentement, part sur une direction 100% action jusqu'à la fin. Et c'est pas pour me déplaire, on va pas se mentir. Il y a pas grand chose à dire en vérité. Je sais que certaines personnes ne sont pas convaincues par la surdose d'action et d'effets spéciaux, mais en vérité, c'est la première fois qu'on a droit à des combats aussi dantesques dans un film de super-héros. On ressent la puissance à chaque coup, à chaque patate, vu que chaque impact est accompagné d'un effet visuel, signifiant que les personnages brisent le mur du son. Les choses intéressantes, c'est que Superman, il en est qu'à son premier jour d'activité, mais on le voit déjà sauver des gens pendant la bataille, alors qu'il se bat contre des Kryptoniens, donc c'est super chaud de le faire. Et c'est également à partir du combat de Smallville qui commence à être accepté par les Terriens. Une scène très symbolique qui l'iconise à merveille, même si ça le détache beaucoup du Superman classique, il aurait pu sourire ici au moins. Honnêtement, j'aime vraiment ce combat, je lui vois pas de défaut, et je trouve que les gens qui disent que Superman ne sauve personne dans les films de Snyder, ils sont de très mauvaise foi. On peut lui reprocher plein de trucs, mais pas ça. Lorsque Zod et ses acolytes sont contraints de battre en retraite à cause de l'atmosphère de la Terre, ils apprennent la vérité sur la localisation du Codex et envoient des World Engines afin de commencer la destruction de la planète. Et là, j'aime beaucoup cette idée pour plusieurs raisons. Déjà, on accentue le côté technologie kryptonienne, et puis surtout, ça permet d'ajouter de l'enjeu un petit peu plus planétaire et d'impliquer directement les populations et les civils dans le conflit du film, ce qui nous permet d'en faire un film plus terre-à-terre, entre guillemets, même si ça reste un film Superman où ce sont deux aliens qui se battent, vous voyez ce que je veux dire. Cela est souligné également par le fait qu'on va principalement suivre les employés du Daily Planet à Metropolis lors de la catastrophe, qui sont des personnages avec lesquels nous avions déjà été bien introduits dans le film. Lois, de son côté, a un plan pour contrecarrer les plans de Zod. Et d'ailleurs, j'aime bien le fait que l'idée du plan vienne de Lois. Elle veut envoyer le vaisseau de Clark sur Zod afin de les renvoyer dans un trou noir pendant que Superman s'occupe des machines mondes. La scène dans laquelle Superman lutte contre la machine est très bien rythmée et entrecoupée par la situation à Metropolis où l'on voit un Perry White prêt à mourir pour ses employés. Cela renforce grandement le capital sympathie du personnage, et puis on va pas se mentir, Laurence Fishburne il joue super bien. Et le final de cette scène, avec le visage de Henry qui fusionne littéralement avec celui de Christopher Reeve, est lourd en symbolique.
le passage de flambeau est plus qu'assuré. Enfin, du moins, je le pensais. Juste après, on assiste au point de vue de Lois qui exécute son plan et Superman intervient pour détruire le vaisseau de Zod. Une fois encore, le message est assez fort. Il est prêt à tout pour protéger son monde à lui, quitte à exterminer toute trace de son héritage. La thématique de son monde à lui, pas à lui, tout ça, ça reviendra dans le film d'après. Une fois que le plan de Zod est définitivement contrecarré et que Superman sauve Lois une troisième fois dans le film, le combat final commence. Et ok, on peut reprocher 2-3 trucs à ce climax, à ce combat final, comme le fait qu'on n'a pas mis assez l'accent sur les civils. Mais en vrai, non, on peut pas lui reprocher ça, parce que, en fait, expliquez-moi comment vous vouliez que Superman, il sauve les civils. Zod, là, son plan, c'était juste d'éradiquer la planète devant Superman. Superman, encore une fois, il en est à son premier jour. Zod, c'est un général. Donc, si Superman a sauvé des civils, pendant qu'il va les sauver, Zod, il va marave tout le monde. Et on n'est pas dans Dragon Ball, où Goku va dire à Vegeta, par exemple, viens, on va aller dans un terrain vague pour se battre, pour pas faire de blessés. Non, le but de Zod ici, c'était de casser des bouches. Son plan, c'était d'abattre tout le monde. Superman n'avait pas le choix. Il fallait qu'il arrête Zod le plus rapidement possible. Et puis, à côté de ça, l'affrontement est incroyable. C'est l'un des meilleurs combats finaux de films de super-héros. Je n'ai pas peur de le dire. Ça nous fait quasiment penser à des combats dignes de Dragon Ball Z. Je comprends pas les plaintes qu'il y a autour de ce climax, honnêtement. Et puis la conclusion du combat, mais c'est très controversé, je la trouve quand même excellente, en vrai. On reproche à Superman d'avoir tué Zod ici, alors qu'il le fait surtout pour sauver des vies, et qu'il n'y a littéralement aucun autre moyen de l'arrêter à ce moment. S'il décidait de juste s'envoler avec Zod, par exemple de l'attraper et de s'envoler avec lui, bah en vrai Zod il aurait juste à tourner la tête, ou à bouger un peu les yeux, il aurait tué les civils. Et puis même, si Superman assomme Zod, bah Zod à un moment il va se réveiller. Aucun endroit sur Terre, à notre connaissance, dans ce film, dans cet univers, qui peut contenir Zod. À ce moment, on n'avait pas la kryptonite, il n'y avait pas énormément de méta-humains. Honnêtement, même si Superman l'assommait, je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de Zod. Le seul moyen de l'arrêter, malheureusement, c'était de le tuer. Et ici, on n'est pas dans Superman 2 où Superman tue Zod de sang-froid alors qu'il avait plus de pouvoir en souriant. Non, non. Ici, Superman regrette d'avoir tué Zod. Il le fait à contre-cœur. Il crie parce qu'il vient d'exterminer la dernière trace de son peuple, la dernière trace de son héritage, mais qu'il n'avait pas le choix. Il a dû choisir la Terre plutôt que Krypton. Et c'est un message qui est fort en symbolique et qui représente la mission que lui a donnée son père. Donc non, la scène de la mort de Zod, même si moi aussi je ne veux pas que Superman tue des gens, dans cet univers-là, dans ce contexte-là, elle passe super bien. Bref, le film se conclut sur l'arrivée de Clark aux planètes en tant que journaliste et ses retrouvailles avec Lois. Et ben honnêtement, le film il est vraiment bien et il a réussi à moderniser entre guillemets le personnage de Superman, même si ce personnage selon moi n'a pas besoin d'être modernisé. Son côté classique peut plaire, mais c'est une autre vision, une autre version apportée par le réalisateur qui est plaisante à regarder et qui dans ce film est très cohérente. Henry Cavill endosse la cape avec brio, tout comme les deux acteurs précédents. On dirait qu'en termes de casting, ils vont jamais faire un mauvais Superman, c'est une dinguerie. Tous les Superman qu'on a eu en live action, ils ont tous tué ça, c'est une dinguerie. On a une nouvelle approche beaucoup plus alien, mais on utilise potentiellement un côté plus humain dans les suites avec la scène de fin, où on voit Clark Kent. Non vraiment, je voyais vraiment pas comment ils pouvaient rater leur univers après avoir si bien commencé. Mais rien qu'à partir de la suite, ils ont tué l'univers d'ici et il fallait déjà reboot. Je suis désolé. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo qui traitera de Batman vs Superman, qui risque d'être assez longue. Donc si vous voulez la voir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez, abonnez-vous. C'était Flaude et on se dit à la prochaine. À plus dans le bus!